Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera. Tout était réuni pour réussir, et c'est exactement pour ça que ça a foiré. Promenons-nous dans les bois. Le titre sonne comme une comptine innocente. Pourtant, ce film a traumatisé toute une industrie. François Berléand, Clotilde Courreau, Denis Lavant, une distribution pâtée, un budget confortable. Sur le papier, c'est le projet parfait. Dans la réalité, c'est l'un des plus beaux plantages du cinéma français. L'histoire d'un jeune réalisateur de 27 ans qui voulait révolutionner l'horreur hexagonale, qui avait la recette, les moyens, l'ambition, tout sauf l'essentiel. Comment transformer une comptine pour enfants en cauchemar pour producteurs? Comment foirer quand tout vous sourit? Et surtout, qu'est-ce qui peut bien aller de travers quand on a tous les atouts en main? Bienvenue dans l'autopsie d'un ratage français. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut d'abord mesurer l'ambition du projet. Nous sommes en 2000. Le cinéma français a bien tenté quelques incursions dans l'horreur pendant la décennie précédente. Baby Blood en 1990, Della Morte della More en 1994 ou encore Le Masque de Cire en 1997. Mais ces films restent confidentiels, cantonnés au circuit bis ou au festival de genre. Aucun n'a réussi à percer dans le grand public. Aucun n'a créé l'événement commercial espéré. Le cinéma d'horreur français reste un ghetto artistique que l'industrie mainstream évite soigneusement. Dans ce paysage en friche, Lionel Delplanque fait figure d'ovni. À 27 ans, ce diplômé de l'ESSEC a déjà un palmarès qui impressionne. Grand prix du court-métrage fantastique au festival de Gérardmer pour Opus 66, prix du scénario à Clermont-Ferrand pour Silver Shadow, le gars maîtrise les codes du genre et sait raconter des histoires qui font peur. Delplanque a une obsession, réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Créer le premier film d'horreur français grand public, celui qui sortira enfin le genre de sa marginalité. Pas du cinéma d'auteur déguisé en thriller, pas de la comédie horrifique au second degré, du vrai film d'horreur premier degré qui assume ses clichés et ses codes sans complexe. L'opportunité se présente avec le scénario d'Annabelle Perrichon. L'idée est brillante, prendre la comptine du Petit Chaperon Rouge et la transformer en slasher moderne. Un groupe de jeunes comédiens vient répéter une pièce dans un château isolé. Un tueur masqué les traque un par un en suivant les paroles de la chanson « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas ». Le concept fonctionne sur plusieurs niveaux. D'abord, il joue avec la nostalgie de l'enfance détournée, un ressort efficace du cinéma d'horreur depuis Halloween. Ensuite, il respecte les codes du slasher, lieu isolé, groupe de victimes, tueur mystérieux. Enfin, il apporte une touche française avec cette référence culturelle partagée. Delplanque voit dans ce projet l'occasion de créer le scream français. Wes Craven a révolutionné le genre en 1996 en assumant pleinement ses références. Pourquoi pas lui? Avec un budget correct et une équipe motivée, il peut enfin donner ses lettres de noblesse à l'horreur hexagonale. Cette ambition sincère va pourtant se révéler être un piège, car entre vouloir faire du cinéma de genre et savoir le faire, il y a un gouffre que Delplanque va découvrir à ses dépens. L'enthousiasme de Delplanque convainc rapidement les financiers. Fidélité Productions, Pathé Film, Studio Canal. Les grosses pointures du cinéma français se bousculent pour monter au capital. Le budget se boucle à 2,9 millions d'euros, une somme correcte pour l'époque qui permet de voir grand. Canal+ entre dans la danse, apportant sa caution et sa visibilité. En quelques mois, Delplanque se retrouve à la tête d'un projet financé par tout ce que l'industrie française compte de sérieux. Pour un premier long métrage, c'est un vote de confiance exceptionnel. Le casting va encore plus loin dans l'ambition. François Berléand accepte le rôle d'Axel Defersen, le propriétaire énigmatique du château. Berléand, c'est un acteur reconnu qui apporte du poids au casting. Sa présence donne une crédibilité immédiate au projet. Clotilde Courreau rejoint l'aventure dans le rôle de Sophie, l'une des 5 comédiens. Elle incarne la nouvelle génération d'actrices françaises talentueuses.
Denis Lavant, monstre sacré du cinéma d'auteur, complète ce casting de rêve. Même Marie Trintignant accepte un petit rôle. Ce casting, c'est le coup de génie marketing du projet. Impossible de balayer « Promenons-nous dans les bois » d'un revers de main quand des acteurs de cette envergure acceptent d'y participer. Pathé Distribution s'occupe de la sortie en salle. Avec ses 300 copies prévues et sa machine promotionnelle rodée, le distributeur garantit une visibilité nationale. Le film ne passera pas inaperçu, c'est certain. Mais derrière cette façade dorée se cache un piège redoutable. Les attentes créées par la communication ambitieuse mettent une pression énorme sur les épaules de Del Planck. Surtout, personne ne se pose la vraie question. Le réalisateur maîtrise-t-il réellement les codes qu'il prétend vouloir révolutionner? Faire du court-métrage primé dans les festivals, c'est une chose. Tenir en haleine le grand public pendant 90 minutes, c'en est une autre. Tout semble aligné pour un triomphe, c'est exactement ce qui va causer la perte du projet. Automne 1999, le tournage de Promenons-nous dans les bois démarre dans un château isolé, décor central de l'intrigue. Ce choix de lieu unique présente un double avantage. Économique d'abord, puisqu'il concentre l'action en un seul endroit. Artistique ensuite, car il renforce l'atmosphère claustrophobe indispensable au genre. Mais tourner dans un château historique, c'est aussi accepter des contraintes techniques redoutables. Pas d'électricité moderne adaptée, espace exigu pour les équipes, acoustique compliquée. Chaque plan devient un défi logistique. L'équipe doit jongler entre les exigences artistiques de Del Planck et la réalité matérielle d'un budget limité. Le réalisateur a des ambitions visuelles importantes, des cadrages soignés, un éclairage travaillé pour créer l'angoisse, des effets pratiques discrets mais efficaces. Il s'inspire des maîtres du genre. L'esthétique léchée de Dario Argento, la montée en tension de John Carpenter. Référence prestigieuse mais difficile à égaler avec les moyens du cinéma français. Les scènes nocturnes, majoritaires dans le film, compliquent énormément la production. Éclairer correctement un château la nuit avec du matériel professionnel coûte cher et prend un temps considérable. Chaque séquence d'action doit être méticuleusement préparée, répétée, ajustée. Le planning se tend dangereusement. François Berléand découvre un univers de tournage inhabituel pour lui. Habitué aux productions françaises traditionnelles, il se retrouve confronté à un film de genre où l'atmosphère oppressante doit transparaître dans chaque scène. Son personnage d'Axel de Fersen, propriétaire mystérieux aux intentions troubles, exige une présence inquiétante constante. C'est d'ailleurs sur ce plateau que Berléand rencontre Alexia Stresi qui interprète Jeanne. Leur histoire d'amour naît de cette expérience commune. Ironiquement, cette rencontre restera le seul véritable succès durable lié au projet. Clotilde Courreau et Denis Lavant s'adaptent aux exigences spécifiques du genre horrifique. Maintenir une crédibilité émotionnelle dans des situations extrêmes, jouer la peur authentique pendant des semaines de tournage, tout cela use physiquement et psychologiquement les comédiens. Mais le vrai défi révèle rapidement sa nature. Adapter une simple comptine de quelques lignes en long métrage de 90 minutes relève de la haute voltige narrative. Del Planck doit créer des personnages consistants, justifier leur présence dans ce château, construire une progression dramatique qui tienne la route. L'équipe technique commence à percevoir les failles du projet. Le scénario manque de substance, les motivations des personnages restent floues, certains dialogues sonnent artificiels. Mais l'élan créatif et la foi en l'ambition du projet portent encore l'ensemble. Del Planck mise de tout sur l'ambiance visuelle et l'esthétique soignée pour compenser les faiblesses narratives. Stratégie périlleuse qui va bientôt révéler ses limites face aux attentes du grand public. 14 juin 2000, le film sort dans les salles françaises. Après des mois d'attente et une campagne promotionnelle qui l'a vendu comme l'événement horrifique de l'année, le verdict tombe rapidement. 169 232 entrées au démarrage. Pour un film distribué par Pathé avec un casting de cette envergure, c'est un score dramatiquement faible. Le bouche à oreille s'avère désastreux dès les premiers jours. Les spectateurs sortent perplexes, déçus, parfois carrément agacés. La critique française ne fait pas de cadeau. Les journalistes spécialisés, pourtant bienveillants envers le cinéma de genre tricolore, sont unanimement sévères. Première dit que cette promenade forestière ressemble plus à Red is Dead, le film d'horreur de la Cité de la Peur, qu'au classique signé Wes Craven ou Dario Argento. Pour Libération, le film s'inscrit gentiment dans la lignée des désastres absolus, victime supplémentaire de cette fatalité propre au cinéma français quand il veut faire genre. Enfin, Télérama relève que Clotilde Courreau hurle tellement faux qu'on en meurt de rire. Seuls les efforts esthétiques de Del Planck
trouve grâce aux yeux de certains critiques. L'ambiance visuelle et les décors du château sont reconnus, mais cette reconnaissance technique est immédiatement tempérée. Le style est déconnecté de l'histoire, donnant une impression de forme sans substance. Le film souffre d'un défaut rédhibitoire pour un film d'horreur. Il ne parvient pas à maintenir la tension ni à construire une véritable atmosphère angoissante. Les références au maître du genre sont perçues comme superficielles et agaçantes plutôt que comme des hommages intelligents. Au box-office, la chute est libre. Le film termine sa course française avec seulement 749 417 entrées au total, un score dérisoire pour une production de cette ampleur. Le ratio entrée-budget est catastrophique, environ 260 spectateurs par million d'euros investis. Promenons-nous dans les bois rejoint rapidement la liste des films maudits du cinéma français, non pas par accident de production, mais par un défaut fondamental, l'ambition artistique sans la maîtrise narrative pour la soutenir. L'échec de Promenons-nous dans les bois ne s'arrête pas aux chiffres du box-office. Il déclenche une série de conséquences qui vont marquer durablement les carrières et l'industrie française. Lionel Delplanque encaisse le choc de plein fouet. À 28 ans, le jeune réalisateur qui rêvait de révolutionner l'horreur française se retrouve catalogué comme l'auteur d'un des plus gros ratages du genre. L'échec est d'autant plus dur à digérer qu'il semblait évitable avec un meilleur travail d'écriture. Le réalisateur va mettre 6 longues années avant de signer un nouveau long métrage. Président, thriller politique avec Albert Dupontel, sort en 2006 et marque un virage radical dans sa carrière. Place au film politique et social. Ce changement complet de registre révèle l'ampleur du traumatisme causé par son propre échec. François Berléand s'en sort mieux. Sa carrière déjà bien établie ne souffre pas vraiment de cette expérience malheureuse. L'acteur enchaîne rapidement avec d'autres projets plus fructueux. Le Prince de la Ville la même année, puis Mon idole de Guillaume Canet qui lui vaudra une nomination au César. Pour Clotilde Courreau et Denis Lavant, l'impact reste limité. Leurs carrières respectives continuent sans dommages majeurs, mais l'expérience laisse un souvenir amer. Aucun des acteurs principaux ne s'exprimera longuement sur ce projet dans les années suivantes. L'industrie française tire des leçons brutales de ce fiasco. Les financiers deviennent méfiants envers les films de genre ambitieux. Le cinéma d'horreur français, déjà marginalisé, voit ses chances de financement se réduire encore. Canal+ revoit ses critères de soutien aux films de genre. Les projets horrifiques devront désormais faire leurs preuves avec des budgets plus modestes avant d'espérer des financements importants. Pathé Distribution retient également la leçon. Le distributeur va éviter pendant plusieurs années les films d'horreur français, préférant se concentrer sur des valeurs sûres. Cette méfiance institutionnelle prive le genre de circuit de distribution essentiel. L'échec révèle aussi les limites structurelles du cinéma français face aux codes internationaux du divertissement populaire. Copier l'esthétique des films d'horreur américains sans en maîtriser la dramaturgie ne suffit pas. Cette leçon douloureuse marquera toute une génération de créateurs. L'héritage du film est donc paradoxal. Il a voulu ouvrir la voie à l'horreur française moderne, mais l'a au contraire fermée pour des années. Un exemple parfait de la façon dont un projet sincère peut produire exactement l'inverse de ses intentions. Promenons-nous dans les bois restera dans les annales comme l'illustration parfaite d'un paradoxe français. Avoir tous les atouts pour réussir et foirer précisément à cause de cela. Cette histoire révèle une vérité cruelle sur l'industrie du cinéma. La passion et les bonnes intentions ne suffisent pas. Lionel Delplanque avait une idée géniale, un budget correct, un casting prestigieux, une distribution assurée. Tout ce dont rêvent 90% des réalisateurs français. Mais il lui manquait l'essentiel, la maîtrise narrative pour transformer une comptine en thriller captivant. L'échec de ce film a traumatisé toute une industrie et fermé pour des années la voie à l'horreur française. Un seul ratage a suffi pour décourager financiers, distributeurs et créateurs. Cette frilosité typiquement hexagonale face à l'échec explique en partie pourquoi notre cinéma peine encore aujourd'hui à conquérir les codes du divertissement populaire. La vraie leçon du film, que copier l'esthétique ne suffit jamais. Que le cinéma de genre exige une maîtrise technique et narrative impeccable. Et surtout, qu'en France, on ne pardonne pas l'ambition ratée. Et vous, avez-vous déjà vécu ce genre de déception au cinéma? Un film qui avait tout pour vous plaire et qui vous a complètement déçu? Partagez-moi vos plus beaux ratages français en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo et si elle vous a plu, vous pouvez la booster. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez souscrire à un abonnement premium avec déjà la vidéo de la semaine prochaine ou faire un tip sur mon compte Ko-fi. Ça m'aiderait beaucoup. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!